83% des actifs sur cette planète sont en burn-out. Ce n'est pas une métaphore. C'est une étude mondiale publiée cette année. 83 sur 100. Regarde 5 personnes autour de toi. 4 d'entre elles ressentent exactement la même chose que toi. Elles se taisent, c'est tout. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du burn-out. Tout ce qu'on pouvait en dire a déjà été dit, et même un peu plus. Surtout par des gens qui n'ont jamais brûlé eux-mêmes et qui se contentent de monétiser confortablement la souffrance des autres. On va parler du mécanisme, de la façon dont fonctionne le piège dans lequel tu es tombé, alors que tu faisais tout comme il faut. Ou plus exactement, justement parce que tu faisais tout comme il faut. Et d'ici la fin de cette conversation, tu vas voir une chose, tellement simple que tu vas te demander comment tu ne l'avais pas vue avant. Et quand tu la verras, quelque chose changera. Pas de manière spectaculaire, en silence. Comme la première bouffée d'air après être resté longtemps sous l'eau. Il y a un trait caractéristique de notre époque dont curieusement personne ne parle à voix haute. Une personne fait tout ce qu'on attend d'elle, parfois même plus. Elle bâtit un business, maintient une carrière, investit en elle-même, entretient ses relations, surveille sa santé, lit les bons livres, écoute les bonnes personnes. Sur le papier, tout est en place. Mais à l'intérieur, le silence. Pas celui qui apaise, celui qui siffle dans les oreilles. Et voilà ce qui est intéressant, si on regarde ça à froid, sans émotion. Le problème n'est pas dans l'effort. De l'effort en général, il y en a même trop. Le problème, c'est le système de coordonnées lui-même, la carte avec laquelle tu navigues. La carte, elle n'est pas à toi. Le territoire, si. Et les deux ne coïncident pas. D'où cette sensation si particulière, difficile à décrire mais facile à reconnaître. Tu es perdu au beau milieu de ta propre vie. Tout semble à sa place, sauf toi. Regarde comment ça fonctionne de l'intérieur. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est vérifier ton compte, tes messages, ton fil d'actualité. Pas parce que tu as besoin de quelque chose, mais parce que ne pas vérifier est plus angoissant que vérifier. Ensuite, le café, le trajet, le travail. Tu accomplis tes tâches, tu réponds aux mails, tu tiens le rythme. Le soir, la salle de sport ou une série, la différence est mince parce que les deux servent au même but, ne pas penser. La nuit, une angoisse sourde que tu as appris à ignorer. Et demain, on recommence. Ces rails, ce n'est pas toi qui les as posés, mais c'est toi qui roules dessus, chaque jour, avec le sentiment qu'en décembre serait plus effrayant que de continuer, même si continuer ne mène nulle part. Il existe 2 façons d'exister, et pour les voir, pas besoin de psy ni de gourou, il suffit de 30 secondes d'honnêteté avec soi-même. La première, avoir, acquérir, accumuler, posséder. Des objets, du statut, de l'expérience, des contacts. Dans ce mode, la personne vaut ce qu'elle possède. Retire-le, et il ne reste plus rien sur quoi s'appuyer. La deuxième, être, ressentir, être présent, agir parce que l'action a du sens et non parce qu'une récompense l'attend au bout. La civilisation nous a poussés, en douceur, avec élégance, sans la moindre contrainte, dans le mode avoir. Et la personne qui vit là-dedans est condamnée à une fin bien particulière, celle qu'aucune acquisition ne rassasie. Tu obtiens un flash de satisfaction, il s'éteint, il faut le suivant. Les neurosciences l'ont confirmé depuis longtemps, le cycle dopaminergique identique à celui de l'addiction au jeu. Le casino a au moins le mérite d'être honnête. Lui, il ne se déguise pas en programme de développement personnel. L'ironie, c'est que Fromm, le psychanalyste, avait vu tout ça bien avant l'apparition des smartphones, sans imagerie cérébrale, simplement en observant la façon dont les gens vivaient.
Et il a décrit notre époque avec plus de justesse que n'importe quel analyste contemporain ayant accès au big data. Le temps d'attention moyen d'un être humain aujourd'hui est d'un peu plus de 8 secondes. Celui d'un poisson rouge, 9. Ce n'est pas une blague, ce sont des données. Et le problème, ce n'est pas que les gens soient devenus plus bêtes. Le cerveau d'Homo sapiens a évolué pour un environnement où une information nouvelle apparaissait quelques fois par jour. Désormais, elle apparaît plusieurs fois par seconde. L'évolution compte en millions d'années, la technologie en décennies. Ce n'est pas un match, c'est une raclée. Tu n'as même pas quitté ton lit et ta main est déjà sur le téléphone. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe. Et en 15 minutes de défilement, tu as absorbé autant d'émotions étrangères, d'images, de comparaisons et de micro-décisions que ton arrière-grand-père en traitait en une semaine. Tu n'as encore rien fait et le processeur a déjà surchauffé. Et le reste de la journée va lentement dégringoler, comme une pierre qui roule du sommet, et tu vas te demander pourquoi si peu d'énergie alors que tu n'as apparemment rien fait. J'appelle ça un vol. On t'a volé ce que tu as de plus précieux et tu ne t'en es même pas aperçu. Parce qu'on ne t'a pas volé de l'argent, on t'a volé ton attention. Et l'attention, c'est la matière dont est faite ta vie. Pas le temps. Le temps passe indépendamment de toi. L'attention, c'est ce que tu investis dans chaque instant. Là où tu l'as investi, c'est là que tu as vécu. Investi dans le fil d'actualité, tu as vécu dans le fil d'actualité. Investi dans l'angoisse, tu as vécu dans l'angoisse. Investi dans ton enfant qui te tire par la main et te dit quelque chose d'important, tu as vécu dans la réalité. La différence est vertigineuse, mais personne ne te la montre. La montrer, ça ne rapporte rien. Ce qui rapporte, c'est de te garder rivé à l'écran. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, empereur de Rome, notait dans son journal, pour lui-même, pas pour un public, toujours la même chose. Ne gaspille pas le reste de ta vie à te faire des idées sur les autres. C'était le cri d'un homme qui dirigeait un empire et qui comprenait, même un empereur ne contrôle pas où coule son attention. Et maintenant, tu as dans ta poche un appareil conçu par des équipes d'ingénieurs avec un seul et unique objectif, te prendre exactement ce qu'il essayait de préserver. Qui décide exactement à quoi tu consacres ton attention ? La question est simple, la réponse désagréable. Un principe vieux de 5 siècles fonctionne à la perfection. Celui qui contrôle ce que les gens voient, contrôle ce qu'ils désirent. Avant, c'était l'affaire des rois et de l'Église, puis des journaux et de la télévision. Aujourd'hui, des algorithmes. La différence, c'est que l'algorithme n'a pas d'idéologie. Il n'a qu'une seule métrique, le temps passé sur l'écran. Tout ce qui retient est bon, tout ce qui libère est mauvais. Et qu'est-ce qui retient le mieux ? L'angoisse, l'indignation, le sentiment de manque, la peur d'être dépassé. La joie, la sérénité, la satisfaction, un contenu désastreux du point de vue de la rétention. Une personne heureuse ferme l'application. Une personne anxieuse continue de défiler. Ton anxiété, ce n'est pas un effet secondaire, c'est un produit. Le produit principal de l'économie de l'attention. Tu n'es pas le client de la plateforme, tu es la marchandise, emballée dans un accès gratuit. Et le contrôle va plus loin, à travers le langage. Regarde ce qui se passe en ce moment même. Le repos s'appelle désormais paresse. Le bon sens, croyance limitante. L'argent dépensé dans une formation qui ne changera rien, investissement en soi. La satisfaction de ce qu'on a, manque d'ambition. Quand on t'a remplacé le dictionnaire, on t'a remplacé le système de coordonnées. La novlangue paraît toujours naturelle. C'est justement là que réside le tour de force.
Certains pensaient que ce seraient les gouvernements qui feraient ça. Il s'avère que le marketing s'en sort mieux. Et la manipulation, décomposée en ces éléments, est d'une simplicité indécente. La rareté artificielle, il ne reste que 3 places. La preuve sociale, 10 000 clients satisfaits. L'autorité, un homme en costume devant un gratte-ciel qui a changé 5 business en 3 ans et dont aucun n'a survécu au-delà de la 2e année. Ces mécanismes ne frappent pas la logique, mais le sous-cortex, cette partie du cerveau qui réagit plus vite qu'elle ne pense. Et pendant que tu analyses, la décision est déjà prise. Pas par toi, cours-toi. Il y a un filtre qui vaut la peine d'être gardé sur soi jusqu'à la fin de sa vie. Avoir sa peau en jeu. Le principe est d'une simplicité gênante. N'écoute pas celui qui ne risque pas ce qu'il prêche. Une personne t'apprend à gagner de l'argent. Combien a-t-elle gagné autrement qu'en enseignant aux autres? Elle affiche un mode de vie. Elle vit vraiment comme ça quand la caméra est éteinte. Elle te dit « lâche tout et repars de zéro ». L'a-t-elle fait ne serait-ce qu'une fois? Ou bien elle touche un salaire et monétise ton désarroi? Qu'est-ce que cette personne a mis en jeu? Quel est le prix de son erreur? Si le prix est nul, tu n'as pas un maître devant toi, tu as un vendeur de mots. Et des mots sans prix, c'est du bruit. Un chirurgien met sa réputation en jeu à chaque opération. Un pilote monte dans le même avion. Et la personne qui te dit « investis en toi pour 900 $», que perd-elle si tu n'obtiens rien? Exactement, rien. Elle a déjà touché son dû. Il y a un concept qui explique pourquoi on est si facile à déstabiliser. L'antifragilité. Le contraire de la fragilité, pas la résistance, qui se contente d'encaisser le coup, mais la capacité de devenir plus fort grâce à lui. Le muscle qui se développe sous la charge. Le système immunitaire qui se renforce au contact de l'agent pathogène. La plupart des gens aujourd'hui sont fragiles. Pas faibles, fragiles. Pendant des années, on les a privés du bon stress en le remplaçant par un confort artificiel. Une appli de méditation à la place du silence. Un programme état d'esprit de millionnaire à la place du premier business, celui qui va forcément échouer, et enseigner plus que 100 programmes de ce genre. L'ensemble paraît intact, mais au premier vrai choc, tout vole en éclats, comme du verre. Et la personne se retrouve assise au milieu des débris et se dit que le problème, c'est elle. Alors que le problème, c'est qu'on ne construit pas des murs en verre. Avec du verre, on fait des vitrines, pour que ça ait belle allure, tant que personne ne touche. À propos de la discipline, l'une des manipulations les plus élégantes de notre époque, et j'admire sincèrement son architecture, on te dit « la discipline est le fondement de tout. Lève-toi à 5 heures, médite, tiens un journal, planifie ta semaine le dimanche, compte tes calories, optimise ton sommeil. Et si au bout d'un mois tu craques, le verdict est prêt. Pas assez de volonté, pas assez de caractère. Le problème, c'est toi. » Note la beauté de cette construction. La personne n'atteint pas le résultat, et au lieu de remettre en question la direction, elle se remet en question elle-même et achète le programme suivant, le livre suivant, le marathon suivant. Un modèle économique parfait, un client qui revient toujours parce qu'il se considère toujours comme le problème. L'industrie du développement personnel, 46 milliards de dollars par an. Et ce chiffre augmente. Si le produit fonctionnait, le client ne reviendrait pas. Or, il revient, encore et encore. La conclusion s'impose d'elle-même. La discipline, c'est le comment. Un outil, un marteau. Mais on ne t'a pas donné le pourquoi. On t'a refilé un pourquoi qui n'est pas le tien, et on t'a donné un marteau. Et tu tapes au marteau sur une vis, consciencieusement, méthodiquement, à 5 heures du matin.
Et tu t'étonnes sincèrement que ça ne tienne pas. Nietzsche l'a dit mieux que quiconque, celui qui a un pourquoi supportera n'importe quel comment. Mais on t'a confisqué le pourquoi, et à la place, on t'a distribué un planning journalier dans un joli PDF. Quand l'objectif est vraiment le tien, la discipline change de nature. Elle cesse d'être une contrainte et devient un rythme. L'eau n'a pas besoin de discipline pour couler, elle a besoin d'une pente. Les taoïstes appellent ça le wu-wei, l'action par la non-action. Ce n'est pas la passivité, c'est le mouvement en accord avec sa propre nature. Un arbre ne pousse pas parce qu'on le tire vers le haut, il pousse parce que ses racines sont à leur place. Et on te vend exactement l'inverse. De la pression sur soi-même sous l'étiquette « développement personnel ». Et tu payes avec gratitude le privilège de te détruire toi-même. Pourquoi tu comprends tout ça et tu continues d'agir contre toi-même? Tu vois que le fil d'actualité t'empoisonne et tu continues de défiler. Tu sais que l'objectif n'est pas le tien et tu cours quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un masque, celui que tu enfiles pour le monde. Tu l'apprends depuis l'enfance. Il y a la version qu'on aime et il y a le vrai toi qu'il vaut mieux ne pas montrer. Avec le temps, le masque finit par coller à la peau. Au travail, un masque. À la maison, un autre. Sur les réseaux, un troisième. Celui qui n'existe nulle part sauf à l'écran, mais qui exige autant d'attention que les deux premiers réunis. Et personne ne t'avait prévenu que maintenir 3 versions de soi en même temps, c'est un travail à plein temps. Invisible, non rémunéré, épuisant. Tu rentres chez toi, ta femme te demande « Ta journée ?» Tu réponds « Ça va ». Parce que pour une vraie réponse, il faudrait retirer un masque, en mettre un autre, et surtout ne pas montrer ce qu'il y a sous les deux. Tu n'en as pas la force. Alors, ça va. Et le mur entre vous s'épaissit d'1 millimètre de plus. Ou tu croises un ami, il te demande comment ça va, et tu choisis la vérité ou la version. La plupart choisissent la version, parce que la vérité exige de la vulnérabilité, et la vulnérabilité est un risque. Et tu restes seul, en compagnie de quelqu'un que tu appelles proche. Le médecin en chef des États-Unis a récemment déclaré que la solitude constituait une menace pour la santé comparable au tabagisme. Non pas parce que les gens sont isolés, mais parce qu'ils ont cessé d'être vrais les uns avec les autres. Le masque protège du rejet, mais il bloque la connexion. Tu es en sécurité et tu es absolument seul. Le soir, tu te couches vidé et tu ne comprends pas pourquoi. Après tout, tu n'as rien fait de difficile. Mais tu as passé toute la journée à maintenir plusieurs versions de toi. Ça épuise bien plus profondément que le travail physique. Le corps récupère en une nuit. Le psychisme, lui, quand il ne sait plus qui il est, ne récupère pas. Pas tant que le masque n'est pas tombé. Et voilà le paradoxe. Tant que ce qui te dirige de l'intérieur reste invisible, ça continuera de te diriger. Et tu appelleras ça le destin, ou ce n'est pas le bon moment, ou je n'ai pas de chance, ou le plus fréquent, j'ai besoin de plus de discipline. La vérité, c'est l'inverse. Moins de discipline, plus d'honnêteté. Mais l'honnêteté ne se vend pas à 99 $, alors personne n'en fait la promotion. L'être humain fuit la liberté, et c'est à la fois la chose la plus drôle et la plus triste, parce que la liberté signifie choisir sans garantie, sans mode d'emploi, sans quelqu'un pour te dire quoi faire ensuite. Regarde la popularité des franchises, des plans étape par étape, des « fais comme moi et tu obtiendras pareil ». Ce sont des produits pour des gens qui fuient la nécessité de décider. Non par bêtise, par peur. Par peur du vide qu'il faudra remplir soi-même. Et remplir, c'est se retrouver face à soi. Le vrai, sans filtre et sans scénario.
la rencontre la plus terrifiante de toutes. Il y a un état que la plupart vivent au quotidien, sans même connaître son nom. L'aliénation. Tu travailles, mais tu ne te sens pas lié à ce que tu fais. Tu gagnes de l'argent, mais tu n'as pas le sentiment que c'est le tien. Tu vis, mais tu ne sens pas que c'est ta vie. Tu es en visio avec des collègues avec qui tu travailles depuis 3 ans, et tu ignores comment ils vivent. Tu réponds à des mails dont tu oublieras le contenu dans l'heure. Tu remplis des KPI dont tu ne peux expliquer le sens sans recourir au jargon d'entreprise. Avant, on voyait le fruit de son travail. Du pain, une maison, une paire de bottes. Aujourd'hui, une ligne dans un tableur et une notification sur Slack. Ça a été décrit il y a plus d'1 siècle et demi. Aujourd'hui, c'est l'état normal de la majorité. Sauf que la majorité ne l'identifie pas comme un problème. Elle appelle ça le travail. Et déteste le dimanche soir, parce que demain, on recommence. Combien de décisions as-tu prises cette dernière année que tu ne peux même pas t'expliquer à toi-même ? Combien de temps et d'énergie ont été investis dans des directions choisies, non pas parce que tu comprenais, mais parce que quelqu'un de bruyant et sûr de lui a dit « il faut ». Combien d'abonnements as-tu souscrit, de formations commencées, de livres achetés et abandonnés sans les finir ? Il y a un principe auquel il vaut la peine de se fier. N'investis pas dans ce que tu ne comprends pas. Le meilleur investissement, c'est celui que tu peux expliquer à un enfant de 10 ans. Et ça ne concerne pas que l'argent. Ça concerne le temps, l'attention, la vie. Quand la marée se retire, on voit qui nageait nu. La marée s'est retirée depuis longtemps. Il suffit de regarder autour de soi combien d'experts se sont révélés creux, combien de stratégies n'ont pas survécu au premier contact avec la réalité, combien de mentors ont disparu plus discrètement encore qu'ils n'étaient apparus. L'équation qui explique plus que toute la littérature motivationnelle se formule ainsi: douleur plus réflexion égale progrès. Pas juste la douleur, sans réflexion elle se transforme en traumatisme qui se répète. Des relations qui se terminent toujours de la même manière, avec des personnes différentes, dans des villes différentes, mais avec la même fin. Des entreprises qui s'effondrent au même endroit, et chaque fois on se dit que c'est juste un coup de malchance. Des erreurs qui voyagent avec toi au fil des ans, inaperçues, parce que les regarder en face, ça fait mal. Pas juste la réflexion. Sans douleur, elle reste une conversation intéressante avec un livre intelligent, après laquelle rien ne change. Mais les deux ensemble, c'est la transformation. Silencieuse, invisible de l'extérieur, irréversible. Et on t'a appris le contraire. La douleur, c'est mal. Évite-la. Optimise. Une appli pour la santé mentale, un guide en 10 étapes, une vidéo « Comment arrêter de stresser en 5 minutes ». Et tu évites. Et tu deviens ce même verre, qui paraît intact jusqu'à ce qu'on le touche. L'une des idées les plus puissantes jamais formulées par un être humain appartient à un esclave. On lui avait brisé la jambe. Il ne possédait rien, ni liberté, ni argent, ni droit. Et il a laissé une formule qu'aucune science n'a réfutée en 2 millénaires. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais le jugement que nous portons sur elles. Un esclave sans rien, plus libre qu'une personne avec un smartphone, incapable de ne pas vérifier ses messages pendant 10 minutes. Il s'appelait Épictète, et il savait une chose: la seule chose que je contrôle, c'est la direction de mon regard. Sur les marchés financiers, on appelle ça la réflexivité. La perception ne reflète pas la réalité, elle la façonne. Tu vois le manque, tu prends des décisions depuis le manque, tu obtiens du manque. Tu vois la ressource, tu agis autrement, tu obtiens autrement. En affaires, celui qui voit la crise comme une fin réduit la voilure et se cache. Celui qui la voit comme une redistribution des cartes trouve ce que les autres n'ont pas vu,
pendant qu'il paniquait. Dans les relations, celui qui regarde à travers le soupçon provoque exactement ce qu'il redoute. Celui qui regarde à travers la confiance crée un espace où la confiance grandit. Le même partenaire, le même poste de travail, la même économie. Deux regards différents, deux vies différentes. Et la question clé, qui est en train de façonner la lentille à travers laquelle tu regardes tout ça en ce moment? La majeure partie de ce qui t'épuise n'arrivera jamais. 90%. Ce sont des scénarios, des projections, des catastrophes que tu joues en boucle dans ta tête pendant que la vie réelle passe à côté, inaperçue, sans toi. Sénèque l'a dit il y a 2000 ans. Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Depuis, rien n'a changé. Sauf que l'imagination est désormais connectée au Wi-Fi et se met à jour chaque seconde. Regarde ta vie de façon stratégique, comme un général regarde sa carte. Combien de batailles mènes-tu qui ne sont pas les tiennes? Une dispute dans les commentaires avec quelqu'un que tu ne rencontreras jamais? Une compétition avec quelqu'un dont tu ignores la vraie vie? De l'angoisse au sujet d'une économie que tu ne contrôles pas? Des pensées sur ce que penseront des gens qui ne pensent pas à toi? La stratégie suprême, vaincre sans combattre. Ne pas s'engager dans les batailles des autres. Ne pas gaspiller ses forces pour ce qui ne nous concerne pas. Ne pas guerroyer sur un terrain étranger pour des intérêts étrangers. Poursuivre la richesse pour être reconnu par les autres, c'est une maladie que les réussites ne guérissent pas. Le paradoxe, ce n'est ni un moine ni un ascète qui a dit ça. C'est Adam Smith, l'homme qui a bâti les fondements du libre marché, et qui a aussitôt prévenu « il peut te dévorer ». Mais cette partie-là, curieusement, personne ne la cite. Comme le fait que la valeur est subjective. Ce qui a un prix sur le marché n'a pas forcément de la valeur pour toi. Personne ne sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Aucun expert, aucun algorithme. Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est une loi économique. La pause, pas un joli mot, un acte. Des gens qui ont bâti et perdu plus que toi et moi n'en verront jamais, disent tous la même chose. Les décisions les plus importantes viennent dans le silence. Pas en réunion, pas pendant la productivité, quand tu t'arrêtes enfin. Et chaque échec, ce sont des données, pas un verdict. Bien que l'industrie du succès soit bâtie sur le contraire, ça n'a pas marché, c'est qu'il y a un problème chez toi. Construction bien pratique. Pour ceux qui vendent des solutions, il existe un test simple que personne ne propose parce qu'on ne peut pas en tirer profit. Essaie de te souvenir de la dernière fois où tu t'es senti vraiment bien. Pas en réussite, pas impressionnant, pas à faire des envieux, juste bien, en silence, pleinement. Très probablement, c'était un moment tout simple. Un dîner où personne n'était pressé. Une conversation jusqu'au petit matin, pas sur le business, mais sur quelque chose dont tu ne connais même pas le nom. Une promenade pendant laquelle, pour la première fois depuis des mois, tu as remarqué le ciel. Un silence à deux, qui était plein au lieu d'être gênant. Un téléphone posé face contre table, qui ne vibrait pas. Ces moments-là, ce ne sont pas des détails. C'est le socle. Le business, la carrière, le statut, les chiffres sur le compte, c'est la superstructure. Quand la superstructure s'écroule, et elle s'écroule parce que c'est le propre de toute construction, la seule chose qui tient, c'est le socle. Celui qui sait qu'il a suffisamment est riche. Pour être heureux, il faut du pain, de l'eau et un ami. Ce ne sont pas les pauvres qui ont dit ça, ce sont les sages. Ils pensaient que la souffrance ne commence pas par le manque, mais par les fausses idées sur ce dont nous avons besoin. Et des fausses idées, aujourd'hui, il y en a pour une industrie qui pèse des milliards. Quand un philosophe qui vivait dans un tonneau a reçu la visite d'un général qui avait conquis la moitié du monde connu, et que celui-ci lui a demandé ce qu'il désirait,
Il a répondu « Ôte-toi de mon soleil ». Diogène et Alexandre le Grand. L'un ne possédait rien et savait ce dont il avait besoin. L'autre possédait tout et ne le savait pas. Regarde bien. Un esclave qui connaissait le prix de l'attention. Un empereur qui se rappelait de ne pas la gaspiller pour ce qui ne le concernait pas. Un philosophe qui savait ce que « suffisant » veut dire. Un psychanalyste qui a vu le piège. Un trader qui a découvert que la perception façonne la réalité. Un stratège qui enseignait à ne pas s'engager dans les guerres des autres. Un mathématicien qui prévenait « ne fais pas confiance à ceux qui ne risquent rien ». Des personnes différentes, des époques différentes. Un seul point de convergence, le retour à soi. Pas à une meilleure version, pas à une variante optimisée. À celui que tu es quand les écrans sont éteints, les masques retirés et les voix des autres réduites au silence. Des cartes différentes, l'individuation, le stoïcisme, l'antifragilité, le passage de avoir à être. Un seul territoire. Et ce territoire, c'est toi. Je ne vais pas te dire que tout ira bien. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Quiconque dit le contraire se trompe ou vend quelque chose. Mais une chose, je la vois clairement. Ce qui se passe, ce n'est pas une panne. C'est la réaction normale d'un système fonctionnel face à des données d'entrée absurdes. Un ordinateur dans lequel on a chargé des instructions contradictoires n'est pas cassé, il est en conflit. Une personne épuisée par des objectifs qui ne sont pas les siens n'est pas faible, elle va simplement dans la mauvaise direction. Et ce sont deux diagnostics fondamentalement différents. Ce dont tu as besoin en ce moment, ce n'est pas un nouveau plan, ni un nouveau système, ni une nouvelle dose de motivation. C'est une pause. Lâche les réponses des autres pour faire de la place à la tienne. La nature fonctionne par cycle. L'hiver ne devient pas le printemps parce que tu le veux très fort. Il devient le printemps quand il a accompli son cycle. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il navigue. Ton port, tu ne le trouveras pas dans l'agitation, ni dans une énième formation, ni dans les instructions de quelqu'un d'autre. On ne peut l'entendre que dans le silence. Arrête-toi et tu entendras. 1 heure sans téléphone, sans musique, sans podcast, juste une promenade, juste le silence, fait parfois plus qu'une année de thérapie. Non pas parce que c'est de la magie, mais parce que dans le silence, on entend enfin le signal que le bruit couvrait. Ce que tu entendras sera peut-être discret, simple, le genre de choses qui ne rentrent dans aucun poste. Mais ça, c'est à toi. La seule chose qui soit vraiment à toi. Et la seule sur laquelle on peut construire quelque chose qui tient. Parce que ce qui est vrai ne se construit pas sur la motivation, ni sur la discipline, ni sur les formules des autres. Ce qui est vrai se construit dans le silence où tu t'es enfin entendu. Si quelque chose ici a résonné en toi, laisse un seul mot. Pas un beau mot, un mot honnête, celui qui est là, en ce moment, à l'intérieur. On n'est pas là pour les belles formules, on est là pour les justes. Abonne-toi si tu veux qu'on continue. Ici, on démonte les mécanismes, sans slogan, sans promesses creuses, juste la façon dont tout fonctionne et comment vivre avec. Et oui, sous le masque, il y a quelqu'un. Il attend. Il a toujours attendu.